Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast du Grain. Aujourd'hui, on est très heureuse de vous accueillir pour notre tout premier épisode sur le sexe et le genre. Ouais, en gros, le podcast du Grain, ça vient d'une idée de notre part de vouloir parler de sujets qui peuvent être complexes, qui peuvent être un peu flous ou souvent controversés. Puis on avait envie d'en parler de manière plutôt objective, avec des sources objectives. Des articles scientifiques. Voilà, pour mieux comprendre tous ces sujets-là. C'est ça. Donc notre but, finalement, ce serait semer des graines de réflexion, sensibiliser aux enjeux actuels. Ouais. Voilà, déjà que vous soyez curieuse, sceptique ou juste en quête de nouvelles perspectives, vous êtes plutôt au bon endroit. Ouais. Pourquoi aujourd'hui c'est intéressant de lancer un podcast comme celui-ci ? Déjà pour plusieurs raisons, parce qu'il y a une désinformation qui est plutôt omniprésente, avec des contenus qui sont simplifiés à l'extrême. Un manque de nuances avec une polarisation des débats. Donc on serait plus amené aujourd'hui à voir soit noir, soit blanc. Et il y a aussi un manque de compréhension qui alimente souvent des préjugés, des discriminations et des violences. Donc, dans notre podcast, qu'est-ce qu'on va dire, tous les concepts qu'on énumère, tout le lexique qu'on utilise, tout va être sourcé à la fin de cette vidéo. Donc, vous pouvez vraiment aller voir tout ça. C'est vraiment des sources qui sont objectives, que vous pouvez vous référer pour mieux comprendre les concepts ou pour en savoir plus, parce que ça se peut qu'on explique peut-être... les choses de manière assez bancale. Ouais. Donc, pour parler de notre thème du jour, qui est le sexe et le genre, on a essayé de créer un petit concept qui s'appelle le grain de vérité. Et ce concept-là, en gros, c'est qu'on énumère des idées reçues. On identifie si c'est un mythe ou c'est une réalité. Et on essaie de le déconstruire avec les sources qu'on a utilisées pour parler de cette thématique. Alors, mythe ou réalité, le sexe, c'est la même chose que le genre. Alors, t'es cute. Mythe. Alors, mythe. Pour déconstruire ce mythe, on va déjà définir qu'est-ce que le sexe, qu'est-ce que le genre. Et on va ensuite vous montrer un exemple qui est un peu plus concret, parce qu'on sait que ça peut sembler un petit peu abstrait. Donc, en gros, le sexe d'une personne, c'est déterminé d'après ses caractères sexuels primaires à la naissance. Ouais, et ça, c'est selon différents critères de détermination. Donc, les chromosomes. Chez les hommes, on aura un chromosome sexuel X et un chromosome sexuel Y. Et chez les femmes, on aura 2 chromosomes sexuels X. Il y a aussi les hormones. Donc pour les hommes, c'est associé à la testostérone. Chez les femmes, ce sera plus l'œstrogène, la progestérone, qui sont sécrétés durant les cycles menstruels. Et pour les gonades, donc là on fait référence chez les hommes aux testicules qui produisent des spermatozoïdes, et chez les femmes, l'ovaire qui produit des ovules. Alors que le genre, c'est quoi? Ça fait référence aux caractéristiques, aux attitudes et aux comportements qui sont socialement ou culturellement associés au sexe d'une personne. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que le genre, c'est vraiment une construction sociale. Oui, parce que les catégories et les caractéristiques particulières associées au genre, elles peuvent varier aussi selon le contexte culturel. Oui, exact. Donc, ce qu'on associe à un genre masculin ici en France, ça peut être différent dans un autre pays qui n'est pas en Occident, par exemple. C'est ça. 2 notions à distinguer au sein même du genre. Premièrement, l'expression de genre. Donc là, c'est plutôt une façon dont les personnes manifestent leur identité. Par exemple avec des caractéristiques qui sont visibles et associées aux stéréotypes de genre, par exemple les vêtements, le maquillage, une coupe de cheveux, des couleurs. Et ça peut être volontaire ou non, et ça suffit pas à déterminer le genre, le sexe ou l'orientation de la personne. Exact. Par exemple, quelqu'un qui porte du rose, ça suffit pas à dire que c'est une personne de genre féminin. C'est ça. Et deuxième notion à distinguer, l'identité de genre. Donc là, c'est une sensation qui est plutôt intérieure et profonde, et ça se situe sur un continuum du genre. On va en revenir plus tard. En gros, ça peut paraître assez difficile des fois de comprendre la distinction entre ces différents termes. Donc, on a voulu donner un exemple pour aussi nous aider, nous, à vraiment bien distinguer les termes. Donc, on peut imaginer, par exemple, que moi, j'ai une maison, d'accord? Les fondations de ma maison, tout ce qui est vraiment la structure de base de ma maison, ça serait mon sexe. Donc, par exemple, le sexe féminin. Ouais.
Voilà, on essaie de se projeter. Le genre de ma maison, ça serait plutôt toutes les décorations extérieures, l'aménagement, par exemple. Les couleurs, les meubles. Exact. Vraiment toute la déco de ma maison. Ça serait mon genre. Donc, dans ma maison, moi, je décide de décorer mon salon. Mon salon, en gros, c'est la pièce où est-ce que tout le monde peut venir, que ce soit des gens auxquels je suis proche ou pas du tout, mes parents, mes amis, des inconnus qui viennent chez moi, ben tout le monde vient dans le salon. Et moi, je décide de décorer cette pièce-là en rose, parce que, bon, c'est que j'ai envie de montrer aux gens auxquels je suis pas nécessairement super proche. Voilà, c'est ce que j'ai envie de montrer. Ce salon-là, ça serait plutôt mon expression de genre. Alors que dans ma chambre, c'est la pièce la plus intime de ma maison. C'est là où est-ce que j'amène mes amis les plus proches, c'est vraiment mes personnes de confiance. J'amène pas tout le monde là-bas. Cet endroit-là, moi, je décide de la décorer en vert, en fait. Parce que t'aimes le vert, finalement. Ouais. Parce que c'est ce que t'aimes, c'est ce que voilà. t'es. C'est ma sensation la plus profonde, c'est le vert, en fait. C'est pas le rose. C'est vraiment ma sensation intérieure et personnelle. Ma chambre, ça serait mon identité de genre. Donc, en gros, pour notre première phrase, c'est un mythe. Le sexe et le genre, c'est pas la même chose. C'est deux choses distinctes. C'est ça. Idée reçue numéro 2, le sexe est binaire. Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par binaire ? On entend des choses qui sont plutôt divisées en deux parties qui sont vraiment distinctes et opposées. Par exemple, le jour, la nuit, le noir, le blanc. Et dans ce mythe, on fait référence au sexe féminin et au sexe masculin. Ouais, comme quoi ça serait deux choses totalement opposées. C'est ça. Alors, mythe ou réalité ? Mythe. Mythe. On pourrait penser que c'est vrai à première vue parce que c'est dans les faits, c'est un peu ce qu'on apprend à l'école. Ouais. En gros, que le sexe, c'est comme soit t'es une fille, soit t'es un garçon. Alors que c'est un mythe parce qu'on oublie souvent les personnes intersexes. Des personnes intersexes, on fait référence à des personnes qui ont des caractéristiques sexuelles physiques, comme leur anatomie reproductive, leur profil chromosomique, qui ne correspondent pas vraiment aux notions habituelles du genre féminin et masculin. Donc ça, c'est des caractéristiques qui peuvent être apparentes dès la naissance ou se développer, par exemple, à la puberté ou à l'âge adulte. On va encore passer inaperçu, par exemple, si on ne fait pas de tests médicaux, on ne peut pas le savoir. D'après ce qu'on a vu selon nos sources, c'est 1,7% de la population mondiale qui représente des personnes intersexes. Puis ça équivaut à la population de personnes rousses. C'est fou. Donc ça veut dire que c'est pas si anodin que ça, parce qu'en vrai, des personnes rousses, on en voit plein. Donc ça veut dire qu'il y a autant de personnes intersexes que de personnes rousses. Ouais, exact. Super intéressant. Donc, c'est pour les différents types de variations, parce que moi, j'ai un peu de la difficulté des fois à comprendre c'est quoi le concept d'une personne intersexe. Ouais. Eh bien, on va reprendre les mêmes choses que pour le sexe. Donc, on va parler de tout ce qui est génital, hormonal et chromosomique. Donc, par exemple, il y a une quarantaine de variations qui sont visibles ou non. Ça peut passer par le niveau génital. Donc, par exemple, tu as un clitoris qui est hypertrophié. Donc, ça veut dire qu'il est un petit peu plus gros que ce que la norme attend. Ou alors, tu as un pénis qui serait beaucoup plus petit. C'est là, par exemple, où on peut parler de micro-pénis. Genre la norme scientifique. Oui, c'est ça. Ouais, okay. La norme, je pense que même là-dessus, les gens ne sont pas vraiment clairs sur qu'est-ce qu'on attend par un pénis de taille normale ou une vulve de taille normale. Et donc ça serait ça. Donc, au niveau génital, après, il y a des variations au niveau hormonal. C'est pas toujours visible dès la naissance et ça peut se manifester à la puberté parce que comme pour les hommes, ils ont beaucoup plus de poils pendant la puberté, etc. Il commence à y avoir la barbe qui pousse. Mais là, c'est pareil. Par exemple, chez les filles, dans les variations hormonales, il peut y avoir trop de testostérone, ce qui fait qu'elles ont plus de poils. Ouais, puis en vrai, ça, je sais pas, à un moment donné, j'étais sur TikTok et tout, et tu sais, quand tu viens avoir un algorithme, tu vois souvent les mêmes vidéos, et en gros, moi, par exemple, ça me touche pas, par exemple, avoir une plus forte pilosité, mais je me suis retrouvée dans le TikTok, l'algorithme de femmes avec plus de pilosité. Et genre, moi, je me suis dit, c'est fou parce que ça touche vraiment plus de personnes qu'on le pense. Oui, c'est Puis sûr. je pense que comme c'est pas associé... comme les poils, c'est pas culturellement associé au fait de s'identifier à un genre féminin. Je crois que souvent, les personnes qui font, c'est qu'ils veulent soit enlever leurs poils totalement ou que c'est quelque chose qui peut les gêner. Il y en a qui sont vraiment totalement à l'aise avec leurs poils, mais je pense que c'est plus associé, par exemple, au genre masculin, à ce qu'on attend de quelqu'un qui s'identifie au genre masculin. Mais puis c'est surtout aussi associé au regard de la société. Par exemple, s'il y a une femme aujourd'hui
qui laisse pousser ses poils sous ses aisselles, ben, tout de suite, c'est dégueulasse. Ouais, les gens, ils ont envie de faire des commentaires, quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Alors que finalement, quand des hommes ont des poils sous les bras, personne ne dit rien, puis c'est exactement la même chose, quoi. Des poils, ça reste des poils. Ouais, et puis oui, voilà. Et puis en fait, on se rend compte, en faisant la recherche, moi, c'est ça que je me suis rendu compte, que les personnes intersexes, oui, ils peuvent se retrouver avec une plus forte pilosité, et puis qu'en fait, c'est juste, j'ai l'impression qu'ils sont pas reconnus, quoi. On a l'impression que c'est quelque chose qui est juste pas normal. Ouais, alors que... Il y a des explications à tout ça, et c'est surtout hormonal, quoi. Comme, je pense, les ovaires polykystiques. Après, je ne sais pas si c'est vraiment associé aux personnes intersexes, mais je sais que c'est un problème qui est d'abord lié aux hormones, ce qui fait qu'elles peuvent avoir plus de pilosité que certaines femmes. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, oui, c'est pas catégoriser le sexe d'une personne, c'est pas soit ça ou soit ça. Ça peut être plus dans une zone grise, comme les personnes intersexes. C'est ça. En vrai, c'est intéressant de parler des personnes intersexes parce que, par exemple, aujourd'hui, dans l'actualité mondiale, tu as sûrement entendu parler. Là, si on regarde les États-Unis, par exemple. Ouais, si on regarde les États-Unis, par exemple, le président Trump qui affirme que lui, il prône la binarité du sexe. Ouais, voilà, qui dit que seulement un sexe féminin, un sexe masculin et qu'il n'y a rien d'autre. Donc ça, en vrai, c'est vraiment inquiétant. C'est comme ignorer la réalité biologique des personnes intersexes. Ça peut aussi invalider leur identité de genre. Et ça peut priver aussi ces populations de reconnaissance sociale et légale. Ouais, vraiment. Ça renforce vraiment une sorte de stigmatisation et de discrimination autour de cette population-là, qui est déjà à la base une population à risque et vulnérable parce qu'elle en vivent déjà. Ces personnes-là, des discriminations et de la stigmatisation. Et puis là, le fait de dire ça à voix haute... Le fait que le président des États-Unis vraiment le dise et qu'il lui affirme que c'est ça la vérité, ça renforce encore plus les risques que ces personnes-là vivent. Ouais, c'est que oui, ça renforce la stigmatisation, puis ça renforce les violences qui peuvent être faites à ces populations-là. Les violences, on parle des conséquences psychologiques, on parle du stress qui peut augmenter, qui est déjà là pour les populations à risque, puis des risques suicidaires aussi qui peuvent augmenter. On sait que, par exemple, les populations à risque il y a plus de taux de suicide qu'une population qui n'est pas à risque. C'est sûr. Donc, c'est vraiment super dangereux. Ouais, puis c'est aussi, ça limite l'accès à des droits qui sont assez fondamentaux comme la santé, l'emploi. Ouais. Donc, en gros... Puis même changer de sexe sur une carte d'identité. Ouais. Puis c'est juste... c'est reculer dans les avancées scientifiques et sociales, en vrai. C'est ça. Voilà, donc c'est un peu comme si on rejetait l'inclusivité et le respect envers chacun. Troisième énoncé, idée reçue. / mythe, / ou réalité. On sait pas encore. Le genre, c'est quelque chose de binaire. Ouais, et là, c'était hyper intéressant de faire des recherches là-dessus. De faire des recherches sur cette question, parce qu'on tombe sur absolument plein de choses et on découvre que, pareil, la binarité du genre, ça n'a pas toujours été comme ça n'a pas toujours été seulement des hommes, seulement des femmes. Par exemple, il y a une vidéo qui l'explique sur France TV Info. Ça parle des peuples autochtones en Amérique du Nord. Là, on fait référence aux personnes deux esprits. Donc ça, c'est dans des sociétés, ils distinguent jusqu'à 5 genres. Donc masculin, féminin, 2 esprits masculins, 2 esprits féminins et les personnes transgenres. Et c'est super intéressant parce que là, les personnes deux esprits, elles étaient plutôt respectées et considérées comme uniques au sein de la société. Elles incarnaient plutôt une identité qui était double. Donc, par exemple, un homme qui était biologiquement un homme, il pouvait se sentir femme et il avait une sorte de capacité à voir à travers les yeux des deux sexes. Et ça, c'était vu comme une véritable bénédiction. Donc, en vrai, c'est pas un concept nouveau. C'est dans le sens où je pense que des fois, dans les débats qu'il peut y avoir aujourd'hui, on a l'impression que c'est un concept qui est nouveau. Ouais, par exemple, le genre, le fait que ça se... En fait, on dirait que c'est une crise identitaire des jeunes. Ouais, voilà. Alors que pas du tout, c'est pas un concept nouveau. Puis ça, c'est cool parce qu'on le voit avec le côté un petit peu plus anthropologique, avec les populations autochtones et les deux esprits. C'est ça. Et en plus, hyper intéressant, parce que dans ces cultures, les enfants, ils portaient des vêtements neutres jusqu'à ce qu'ils choisissent à quel genre ils voulaient s'apparenter. Et c'était pas simplement basé sur une définition biologique, mais plutôt sur un rôle dans la communauté. Parce que là, on prenait beaucoup l'utilité sociale. Par exemple, ces personnes-là, elles pouvaient être des guerrières tout en faisant des tâches domestiques. Et puis c'est super intéressant parce que du coup, c'est pas du tout
c'est pas du tout ce qu'on attend avec les stéréotypes actuels, par exemple, d'une femme, quoi. Oui, ou les stéréotypes de l'époque, qu'il y avait à ce moment-là, par exemple, une femme, qu'elle reste à la maison, qu'elle fasse le ménage, les stéréotypes classiques. C'est ça. Ouais. Et puis, en gros, cette façon de voir les choses-là a peut-être un petit peu changé quand il y a eu l'arrivée des colons européens. Oui, plus qu'un petit peu, parce qu'en gros, eux comprenaient pas qu'on pouvait s'identifier comme deux esprits, etc. Ils les appelaient d'ailleurs les sodomites pour faire référence à la sodomie. Et ils ont imposé des normes qui étaient plutôt strictes de binarité. Donc c'était vraiment soit t'es un homme, soit t'es une femme. Et c'est au XXe siècle que le gouvernement américain, ils ont contraint ces peuples autochtones à se conformer vraiment à des standards. Et ça a été fait via le Bureau des Affaires indiennes. Voilà. Ouais, donc pas trop cool en fait. Pas trop cool, mais fin heureuse quand même, parce que depuis les années 90, les communautés autochtones, elles luttent pour se réapproprier leurs traditions. Ouais, ça pourrait être un autre sujet de podcast en vrai, mais ça entoure une toute autre question de la communauté autochtone. C'est ça. Qui mérite un podcast à elle-même. C'est sûr. Merlouche. Waouh, tu peux pas faire ça. Franchement. Mais c'était sûr que si t'étais assise, il allait vouloir venir. Donc, en gros, pour revenir sur l'idée reçue que le genre, c'est quelque chose de binaire, c'est un mythe, comme on a bien pu comprendre avec la petite partie anthropologie, avec les communautés. La partie historique. Avec la partie anthropologique. En vrai, il existe différentes identités de genre. Oui. Et il y a autant de nuances et d'identités de genre que de personnes. Ouais, ça, je pense que c'est compliqué à concevoir parce que on aime bien quand les choses sont dans des cases. Ouais. Par exemple, des identités de genre, non, il n'y en a que 5 et on restera que 5. Oui, voilà. Alors qu'il y en existe vraiment tout plein. Parce que c'est propre à chacun, finalement. Exact. Chaque parcours, chaque personne est unique. Et puis, l'identité de genre, c'est vraiment quelque chose qui se vit et qui s'exprime de manière variée. C'est quelque chose qui peut évoluer au fil du temps. Donc ça, je pense que ça peut être compliqué des fois à essayer de comprendre ou à respecter aussi. C'est sûr. Puis encore plus quand on ne connaît pas tout ça, on a encore plus de mal à respecter parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Exact. On se dit que c'est plutôt n'importe quoi. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, il y en a qui se disent que c'est n'importe quoi, en effet. Ouais. Mais alors que non, pas du tout. C'est propre à chacun et puis ça peut vraiment varier de toutes sortes de formes et de toutes sortes d'identités. Ouais. Oui, c'est ça. Alors que au lieu d'essayer de visualiser l'identité de genre comme quelque chose de figé, de catégorique, comme dans un carré, on peut, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, on peut vraiment l'expliquer sur un continuum. C'est ça, avec aux extrémités le genre féminin, le genre masculin. Voilà. Et le genre, juste il fluctue entre ces deux pôles. Donc il y a infinité de possibilités entre ces deux pôles. Mais voilà, il faut savoir. D'ailleurs, si comme ça vous dit pas grand-chose, en description, on va mettre un document qui s'appelle La personne j'ai un genre. Ou alors, il y a aussi la licorne du genre. Et en gros, ça montre assez bien toutes les spécificités du genre. Ouais, ça montre bien le visuel du continuum. Si jamais c'est comme plus difficile à comprendre quand on l'explique. Oui, parce qu'on peut comprendre qu'on n'est pas toujours très clair dans nos propos, mais... Ouais. Donc, voilà. Oui, c'est ça. Donc, entre ces deux pôles, toute personne est libre de naviguer sur ce continuum comme il veut, comme elle ou veut. Comme il l'entend. Exact. On peut donner des exemples d'identités de genre qui peuvent exister. On a le genre, par exemple, féminin. On le connaît plutôt bien. Donc, c'est une personne qui se reconnaît dans les caractéristiques féminines qui sont, alors là, définies par la société. Ça, c'est vraiment, je pense, un aspect qui est important parce que ça veut dire quoi, en gros, qui sont définis par la société? C'est tous les stéréotypes de genre qui entourent le genre féminin. Donc, comme on expliquait tantôt, vraiment les stéréotypes classiques, genre la femme à la cuisine. La femme est douce. La femme prend soin des enfants. Exact. La femme qui fait le ménage. Oui, voilà. C'est ça. Et ça encore, les stéréotypes qui sont définis dans les sociétés, c'est propre à chaque culture. Par exemple, des stéréotypes qu'on a en France, je pense déjà pas qu'il y ait les mêmes, par exemple, au Mexique. Ouais, ça se peut qu'ils diffèrent, ouais, exact. C'est sûr. Donc vraiment, une personne qui s'identifierait au genre féminin, c'est vraiment, elle se reconnaît dans les caractéristiques féminines qui sont construites par la société dans laquelle on
Dans laquelle elle évolue. Ouais, exact. C'est ça. Et pareil, du coup, pour le masculin, le Ouais. genre masculin, ce serait une personne qui se reconnaît dans les caractéristiques masculines définies par la société dans laquelle elle vit. Exemple. Exemple, un homme fort. Ouais, Un homme, ça ne pleure pas. Exact. C'est ça que tu veux Ouais, dire. c'est exactement ça. Le stéréotype Ouais. le plus répandu. Un homme doit être fort et ne doit pas pleurer. Ouais, ou un homme, ben, c'est pas autant doux qu'une femme. Ça ne vit Ça pas doit ses être émotions. précurseur de la famille. Tu sais, c'est vraiment des... En fait, c'est des gros stéréotypes, qu'est-ce qu'on est en train de dire. Puis ça peut paraître pas constructif, parce que c'est un peu à l'inverse de ce qu'on a envie de promouvoir. Ouais, mais oui, c'est vraiment associé à des stéréotypes de genre. C'est Faut ça. en être conscient que c'est des stéréotypes, mais Bon, après, les stéréotypes qu'on a dit, faut voir quand même que ça évolue pas mal depuis oui, aussi. ces dernières années. Ouais. Je pense que c'était beaucoup plus ancré dans les années 80, etc. Mais encore, Ouais. je dis ça, mais j'y étais pas. Donc, Après, on a l'identité de genre non binaire. mhm. Ça serait plutôt une personne qui se reconnaît pas dans les caractéristiques strictement femme ou strictement homme. La personne, elle peut se sentir ni femme ni homme. Elle peut se sentir les deux. Un peu des deux. Entre les deux. En vrai, tout dépend de la personne. Encore là, C'est ça. tout ce qu'on dit en ce moment, c'est vraiment selon la personne, selon son vécu. La personne, c'est l'experte de sa vie, de son vécu. Donc, nous, On est personne pour juger. on est finalement. personne pour juger, puis on dit ce qu'on apprend, nous aussi, via des sources fiables. Mais il faut savoir que ça peut... C'est trop drôle. savoir que ça peut changer en fonction de la personne. C'est ça. D'ailleurs, un genre qui est plutôt fluide, on appelle ça gender fluide. Ouais, exact. Et c'est quand l'identité et l'expression de genre, elles fluctuent en fonction du moment de la vie ou des circonstances. Parce Ouais. qu'il faut encore noter et comprendre que ça évolue au cours du temps. Ça peut évoluer au cours Ça du peut. temps. Puis des gens peuvent se sentir juste femme un jour et homme l'autre jour. Ouais. C'est comme ça. Ouais. Et on a aussi une dernière identité de genre qu'on peut énumérer. Il y a gender queer. C'est une personne qui se décrirait plutôt comme n'étant ni masculine ni féminine, les deux ou un mélange des deux. Ouais, ça, je crois que c'est plus un terme un peu parapluie pour la communauté LGBT. Et ça fait aussi beaucoup référence à l'orientation sexuelle. Donc, en vrai, ce qu'on doit comprendre de l'identité de genre, c'est que je pense qu'il ne faut pas les catégoriser. Faut pas mémoriser toutes les définitions, c'est pas ça l'important, mais c'est vraiment adopter une attitude de respect envers la personne qui est devant nous. Que ce soit une personne qu'on connaisse ou qu'on connaisse Ouais. pas, finalement. Voilà. Donc, en fait, je pense que l'important, c'est que faut qu'on reconnaisse qu'il y a différentes identités de genre. Ouais, et qu'il y a des gens qui se sentent différemment de comment nous, on se sent. Ouais, Et que c'est pas parce que c'est différent que c'est bizarre ou qu'il faut pas le respecter. ouais. Puis, je pense aussi que faut aussi qu'on accepte que c'est OK de pas toujours reconnaître l'identité de genre de la personne qui est en face de nous. Ouais. Puis, il faut le respecter. Il faut rester ouvert et bienveillant. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un beau message, tout ça. Ouais, c'est ça. Et puis, voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour respecter les personnes qui s'identifient à un genre soit qu'on ne connaît pas ou qui peut être différé d'une autre, ou aussi si on est une personne qui s'y connaît pas trop dans les différentes identités de genre, comment on peut faire pour respecter ces personnes-là? Eh bien, déjà, on peut utiliser le pronom auquel la personne elle s'identifie. Ça, je sais que ça fait quand même assez polémique là, dans différents milieux, parce que les gens, ils trouvent que, de ce que moi j'entends personnellement, je pense que les gens, ils trouvent ça compliqué d'utiliser le bon pronom pour la personne, parce que soit on peut avoir peur de se tromper, ils trouvent ça trop compliqué parce qu'il y en a trop différents. Comme on dit, le genre, c'est quelque chose de fluide. Donc, les personnes, ils se disent que c'est impossible d'utiliser le bon pronom pour la personne. Alors que on peut juste utiliser un langage qui est plutôt non-genré. Par exemple, on envoie un mail, on évite d'écrire madame, on évite d'écrire dessus, on peut juste écrire bonjour, et en soi, ça change pas grand-chose, quoi. Ouais, exact. Puis je pense que le best, en fait, quand tu t'es devant quelqu'un que tu connais pas, genre moi, je te rencontre puis je sais pas à quel genre tu t'identifies, mais je pense que le best, c'est soit de demander à la personne si on est dans une relation de confiance, par exemple, on est assez proche, puis j'aimerais ça employer le bon pronom pour te respecter, ben, je peux te demander à quel genre tu t'identifies. Ou oui, justement, si tu connais pas la personne, si c'est une relation professionnelle tu connais pas trop la personne, employer un langage neutre, donc pas employer de pronoms tout court, pas de madame, monsieur. Puis quand on dit demander le genre d'une personne, c'est pas lui dire « Hey,
t'es un homme ou t'es une fille, toi. Ouais. On va plutôt adopter une attitude qui est plutôt respectueuse et on va y aller sur la pointe des pieds, on va dire. Bah ouais, sur la pointe des pieds, mais ouais. Après, c'est sûr que ça peut être... je pense que ça peut être touchy pour certaines personnes parce que des fois, on n'a pas envie de mal faire. Oh, ouais. Mais je pense que quand on est dans une attitude de respect, puis de bienveillance et d'ouverture, on peut pas mal faire avec quelqu'un, tu sais, je veux dire... Oui, tant que c'est bienveillant, en vrai, ça sera sûrement toujours bien pris. Ouais. Je sais pas si toi, t'as envie de parler de ton expérience personnelle ou pas. Bah... Je sais pas. Parce que... Ben, je sais pas. Je sais pas. Ben, moi, je trouve ça intéressant. Bon, après, tu le couperas si tu veux. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'il y a un terme qu'on n'a pas, expliqué, mais qui est aussi dans tous les lexiques qui vont être en bas de la vidéo ou de l'audio. C'est le terme mégenré. Donc, c'est, par exemple, pas utiliser le bon pronom pour une personne. Puis ça, ben, c'est quelque chose... moi, avant, j'y étais pas du tout confrontée parce que je pense que ben, je m'identifie à un genre féminin et je pense que je projette une image féminine. Mm-hmm. Donc, j'ai jamais été confrontée à être mégenrée. Mais par exemple, depuis que je te côtoie, c'est quelque chose qui arrive à tous les jours. Ouais. Que tu te fasses mégenrer, mais vraiment à tous les jours. Genre, vraiment, c'est... Mais en plus, c'est vraiment bizarre parce que je suis née femme, je me sens femme, c'est juste que je corresponds pas aux stéréotypes de genre que la société attend. Du coup, voilà, j'ai les cheveux courts. En plus, j'ai même pas... C'est fou parce que j'ai même pas une voix grave et même au téléphone, les gens me disent monsieur. Et ça, je comprends pas. Et peut-être que pour toi, t'as pas une voix grave, mais pour les autres, peut-être que... Mais non, on m'a toujours dit que j'avais une voix vraiment... J'essaie de trouver des... Classique, quoi. Classique. Ouais. Mais oui, c'est ça. Donc c'est vraiment... En plus, ça peut vraiment devenir gênant. Vous voyez, par exemple, dans les lieux publics, surtout dans tout ce qui est toilettes, parce que les gens ont vraiment tendance à nous regarder. Et moi, je trouve ça juste gênant, parce que du coup, ça me donne même plus envie d'aller aux toilettes. Je veux dire, moi, j'ai juste envie d'aller faire pipi. Mais non, c'est des personnes qui peuvent faire des commentaires, ou juste qui regardent mal. Mais une personne qui regarde mal une fois... plus une autre, ben ça fait beaucoup, puis au final on a juste plus envie d'y aller, quoi. Ouais, exact. Donc tu te sens pas bien, tu te sens pas respecté. Toujours réprimandé, dire mais non, je suis une fille, toujours se justifier, c'est vraiment lourd. Ouais, c'est lourd. Bah oui, surtout quand c'est en public et quand c'est avec des inconnus. Je pense que c'est ça le pire parce que, tu sais, exemple, en fait, j'ai même pas d'exemple parce que tous nos amis ne t'ont jamais mégenré. Ben non. Tu sais, je pense que les personnes auxquelles on est proche ou auxquelles on est devenu proche, même quand on les a rencontrés, ils ne t'ont jamais mégenré. Ouais. Ça, c'est un truc de fou parce que je pense que les personnes, quand on porte attention à la personne et on se pose un moment pour vraiment regarder la personne en face de nous, s'intéresser autre que l'aspect physique, autre que l'aspect vraiment ce que je vois, ça doit être ça, ben les personnes, ils te mégenrent jamais. Ben non. Alors que quand c'est avec des inconnus, en fait, c'est juste avec des inconnus. Oui, c'est ça, oui, parce qu'ils me connaissent pas, puis que... Ils s'intéressent pas trop, en fait. Je sais pas, ça dépend aussi comment ils voient ça. Oui, ça dépend de leur conception aussi du masculin et du féminin. C'est ça. Mais tu vois, même au rugby, quand j'étais plus jeune, ça m'était arrivé sur un terrain. C'était en mode, mais pourquoi on joue contre un garçon et tout. Je me suis dit, mais tu sais, c'est fou. Ouais. En fait, c'est fou de faire ce genre de commentaires et de penser qu'il n'y aura pas de répercussions sur la personne après. Ouais. Tu sais, en plus, c'est nul, mais c'est des gens qui ont genre 15 ans, donc tu sais, je peux comprendre aussi que tu sois peut-être pas sensibilisé à toutes ces questions-là, mais si on réfléchit, je suis sur un terrain parce que je suis une fille, puis parce que c'est comme ça, quoi. Puis de toute façon, qu'est-ce qui se passe par exemple, qu'est-ce qui se passe au niveau de tes parties intimes, au niveau de ton identité de genre, c'est quelque chose de personnel. Mais oui. Et c'est pas quelque chose qu'on peut demander à quelqu'un. C'est ça. D'ailleurs, ça fait partie de comment respecter les personnes... point. Peu importe ton identité de genre, ben c'est pas s'interroger sur les parties génitales de la personne ou sur le suivi médical de quelqu'un. En fait, ces informations-là, c'est personnel. Donc, exemple, le fait de dire que toi, qu'on est sur un terrain de rugby et de dire on joue contre un homme, ben c'est d'insinuer que ton sexe, c'est un sexe masculin. Puis ça se fait pas. Ben non, c'est pas cool. C'est ça qu'il faut retenir. Ouais. C'est pas cool. C'est pas cool, ouais. Et puis, oui, voilà aussi comment respecter, en fait, comment est-ce qu'on peut respecter une personne, point, peu importe son identité de genre, ben
je sais que c'est compliqué parce que même pour nous, en vrai, c'est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde d'essayer d'éviter de juger en fonction de l'apparence de la personne. Oui, puis on a tous des biais. Je veux dire, même moi, je suis hyper sensibilisé à ça parce que j'y suis confronté. Et je veux dire, tu sais, parfois, je croise des gens dans la rue. Je me dis, mais attends, c'est un homme ou une femme. Alors qu'en vrai, mais moi, je sais, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois, c'est juste voilà. parce qu'on a envie de savoir. Ouais, on a envie de savoir. C'est trop. Ouais, mais en vrai, je pense que peut-être que, tu sais, moi, des fois, quand j'ai des jugements de biais comme ça sur quelqu'un, quand je me dis, elle est habillée, la personne est habillée comme ça doit être une femme ou ça doit être un homme, j'essaie de me dire, Andrew, arrête. C'est pas à moi de juger. Déjà, c'est pas à moi de juger. Et qu'est-ce que en vrai, ça ne change rien à ma vie de savoir si cette personne s'identifie à un genre masculin ou féminin. Ouais. Moi, si j'ai à parler à la personne, ce que je veux vraiment, c'est pas savoir son genre, mais c'est soit apprendre à la connaître, soit être son ami, soit lui parler parce que c'est dans le cadre du travail, on a des choses professionnelles à faire. Donc, ça n'a aucun lien avec l'identité de genre. Ouais, donc, j'essaie de me ramener, juste à me dire, en fait, c'est pas de mes affaires. Et puis, je respecte la personne, peu importe ce que c'est. Si elle a envie de m'en parler, elle m'en parlera. Ouais, c'est tout. C'est ça. Voilà. Parfait. Ouais. Tu veux passer à l'autre idée reçue? Oui. Alors, ça, c'est ma préférée. Oui, j'allais dire que c'était ma préférée aussi. Si on accepte les identités de genre non binaires, alors tout sera permis, y compris s'identifier à des objets ou des animaux. Ça encore, c'est quelque chose que je vois énormément sur TikTok. Ah ouais. Par exemple, des gens dans les commentaires qui disent ah, ok, encore une personne qui va s'identifier à une chaise. Ouais, non mais horrible. Je te jure, moi, comme je te disais l'autre jour, je suis tombée sur une vidéo avec tellement de likes, mais genre vraiment tellement de likes, ça m'a dégoûtée. Et qu'en gros, c'était une personne qui disait oui, vous avez entendu, maintenant on pourra s'identifier à une chaise, chaise longue ou à une orange. Tu sais, dans le sens où, en vrai, ça m'a tellement frustrée voir ce genre de vidéo. Je l'ai signalé. Et puis, ça m'a vraiment, vraiment fait de la peine. Ben, je comprends. Et d'ailleurs, pourquoi c'est une erreur de raisonnement de voir les choses comme ça, parce qu'on fait appel à un argument qui s'appelle l'argument de la pente glissante. En gros, on prend une série de conséquences plutôt catastrophiques et on l'exagère à outrance. Donc voilà, donc là, c'est exagérer le fait qu'une personne non-binaire, elle peut se sentir chaise, alors qu'en vrai, être non-binaire, c'est bien plus que ça. Ça repose sur des expériences qui sont humaines, qui sont vécues, qui sont documentées d'ailleurs depuis de nombreuses années, avec la sociologie, la psychologie, l'anthropologie. Et ça n'a aucun lien avec des idées plutôt fantaisie, d'identification à des objets ou à des animaux, quoi. Ouais, c'est vraiment dans le sens où ça ridiculise le vécu de certaines personnes. C'est ça. C'est vraiment ça, c'est ridiculiser ce que certaines personnes peuvent vivre. Ça peut être difficile à comprendre quand on a, en fonction de nos valeurs, en fonction de ce qu'on croit, mais je pense que ridiculiser les autres, ça fait pas partie de l'équation, en fait. Oui, c'est ça. En plus, ça encourage une perception qui est plutôt négative, et ça renforce encore une fois les stéréotypes de discrimination, et encore une fois, les personnes non-binaires, c'est encore des personnes qui sont à risque, donc ça alimente et ça augmente tous les risques qui peuvent être associés, par exemple, déjà qu'il y a un taux de rejet familial qui est plutôt élevé, ça peut augmenter les violences, ça peut augmenter les meurtres, les viols, les mutilations, etc. En vrai, quand t'es pas confronté à ce genre de réalité, t'as pas l'impression que c'est quelque chose qui est réel, mais c'est quelque chose qui est réel, tous les risques auxquels les personnes discriminées font face. Puis ça, tout ce qu'on dit là, c'est vraiment documenté, sourcé. C'est pas simplement subjectif. Nous pensons que c'est n'importe quoi, je sais pas. Non, c'est vraiment documenté. D'ailleurs, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas si vous voulez. C'est ça que je voulais dire. Idée reçue numéro 5, nous t'écoutons. Parfait. Il n'y a pas de différence entre les personnes intersexes et transgenres. C'est la même chose. C'est un mythe. Pourquoi c'est un mythe ? Parce qu'en fait, les personnes transgenres ont fait référence à tout ce qu'on a évoqué avant, donc l'identité de genre, l'expérience, c'est ça, le vécu, l'expérience intime, l'évolution au cours du temps, qui peut fluctuer. Et pour les personnes intersexes, on parle de caractéristiques biologiques, donc encore une fois, tout ce qui peut être hormonal, chromosomique, ou... C'est quoi le dernier ? Les gonades. Les gonades. Moi, je ferais pas la séquence scientifique, en tout cas.
hormonale, génitale. Ouais, génitale. Oui, donc pour les personnes intersexes, on fait référence à toutes les variations, là, les quarantaines de variations possibles, qui peuvent être visibles dès la naissance ou non. Mhm. Donc tout ce qui est chromosomique et génital et hormonal. Mhm. Donc ça, c'est vraiment différent. Et ça ne doit pas être confondu parce que ça implique des parcours de vie qui sont différents, avec des défis différents, des besoins différents. Ouais. Et ah oui, et d'ailleurs, une personne intersexe, elle peut également être cisgenre ou transgenre. Donc quand on parle de personnes cisgenres, c'est par exemple, Andréane est une femme, née femme, et elle s'identifie au genre femme, donc ça c'est une personne cisgenre. Mhm. Mais si elle s'identifiait au genre masculin, ce serait une personne transgenre. Ouais. Donc, en gros, une personne qui est transgenre, c'est une personne qui ne s'identifie pas au sexe qui a été assigné à la naissance. C'est ça. Voilà. Donc, c'est des concepts c'est des concepts qui s'excluent pas, mais qui sont bien distincts l'un de l'autre. Ouais, voilà. Ok. Alors, la dernière idée reçue, Oui. tu veux la dire? Vas-y. Les hommes trans ne sont pas de vrais hommes et les femmes trans ne sont pas de vraies femmes. Super, Très intéressant. super idée reçue. En vrai, c'est un mythe. Oui, C'est un mythe, cette idée cette idée reçue finalement. Voilà, c'est un mythe. Ouais. En fait, en faisant des recherches, puis en juste à... Je sais pas comment introduire ça, mais juste, en fait, il n'y a pas qu'une seule façon d'être femme, puis il n'y a pas qu'une seule façon d'être homme. Ouais. Puis ça n'a pas vraiment d'un construit social, comme on dit, sur le fait que homme et femme, c'est deux choses complètement différentes et que c'est vraiment binaire. En vrai, il n'y a pas qu'une façon d'être femme, il n'y a pas qu'une façon d'être homme. Le fait de voir vraiment une seule façon d'être une femme, une seule façon d'être un homme, c'est vraiment un construit social. Donc, puis ça, c'est apparenté justement au rôle de genre qu'on parlait tout à l'heure. Oui, Par exemple, il y a juste une façon d'être homme. Le rôle de genre, ça serait l'homme il est fort, l'homme il ne pleure pas, l'homme est précurseur de sa famille. la femme est très empathique, très douce. Ou colérique. Voilà, exact. Donc, oui, ça, c'est un construit social qu'on a de la vision d'être une femme, d'être un homme. C'est ça. Alors qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'être ces deux genres-là ou ces deux sexes-là. C'est ça. Ouais, vas-y. Ouais. Donc, les rôles de genre, ça reflète pas une vérité universelle ou biologique. C'est plutôt une performativité du genre. C'est ce qui explique super bien la philosophe Judith Butler. Donc, ce qu'elle nous dit, c'est que le genre, c'est pas une essence innée, mais c'est une série d'actes, de comportements que nous apprenons et que nous répétons dans un contexte social. Donc, quand on parle de ces actes, c'est la manière de s'habiller, de parler ou de se comporter. Ça donne l'illusion que le genre, c'est une réalité qui est fixe, alors qu'en vrai, c'est juste un processus qui est en constante évolution. Ouais, donc ça veut dire ça que, par exemple, moi, je suis née, je suis de sexe féminin. On va avoir des attentes envers toi déjà. Donc moi, j'apprends à m'exprimer comme étant une femme parce que c'est mon sexe. Ouais. Donc c'est construit, j'apprends ça au fil des années, comment être une femme. Donc c'est vraiment un construit social. Et ensuite, avec ces apprentissages-là, je le performe. Donc je peux agir en fonction de ces apprentissages-là. Puis ça, c'est un construit social. C'est ça. Je sais pas si c'est comme... C'est clair. Clair. Le performer voulant dire, par exemple, je m'habille de telle façon, j'agis de telle façon, je vais vers des professions plus féminines parce que j'ai appris qu'il fallait que je sois douce, que je sois... Genre esthéticienne. Exact, ou enseignante, ou tu sais, des trucs comme ça. C'est ça. Mais en vrai, c'est un mythe, en vrai, cette idée reçue, parce que toute personne a le droit de vivre son identité de genre comme... Elle ou il le souhaite. Exact. Donc, il n'y a pas d'homme ou de femme véridique. Ça n'existe pas. C'est un construit. Et il ne faut pas qu'on s'enferme dans ces normes-là. Oui. Parce qu'en soi, il n'y a que des individus libres de s'exprimer et d'exister au-delà des catégories imposées. Ouais, c'est une super phrase. C'est super bien dit, super bien calé, là. Okay. En fait, on a fini les idées reçues. Ouais. Mais on a trouvé des ressources historiques qu'on pense intéressantes de partager avec vous. En fait, les questions sur la transidentité, ça a toujours existé. Ouais. Et d'ailleurs, on a trouvé un truc super intéressant. Ça nous parle de la transidentité au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, ça commence à dater un peu toutes ces histoires. Ça date pas d'hier.
pour vous expliquer, les Galis, donc c'est des prêtres de la déesse de Cybèle. C'est une divinité qui est phrygienne de la fertilité et de la nature. Et lors de ces rituels d'initiation, les prêtres, ils se castraient eux-mêmes dans un acte de dévotion extrême. Et ça symbolisait un détachement des normes de masculinité et leur dévouement total à la déesse. Ok. Voilà, donc après ces initiations, les prêtres, donc les Galis, ils abandonnaient leurs vêtements masculins, ils adoptaient une tenue qui était exclusivement féminine, donc ils portaient des robes, ils portaient des bijoux, ils se maquillaient, et ça brouillait les frontières entre les genres, et ça incarnait une sorte d'expression fluide et non-binaire de leur identité. Et ça, c'était seulement dans un cadre religieux, quoi. Donc ça date vraiment pas d'hier. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, on a aussi trouvé, pour poursuivre la petite séquence historique, on a trouvé que au 20e siècle, en 1910, il y a un médecin qui s'appelle Magnus, là je vais complètement rater son nom. Hirschfeld. Ouais. Lui, ce médecin, il parle qu'il y a des personnes qui ressentent un décalage entre le sexe anatomique et celui auquel ils ont l'impression d'appartenir. Donc, en gros, il parle un peu de la transidentité en 1910. Okay, donc en gros, ils remettaient déjà en question aussi leur identité de genre. Ouais, donc oui, il y avait des patients sûrement qui ressentaient un décalage. Ça a été publié dans l'article Transidentité, histoire d'une catégorie. Donc c'est par l'Encyclopédie d'histoire numérique de l'Europe. Donc oui, à cette époque, il y avait des avancées qui commençaient aussi du côté médical pour les personnes qu'aujourd'hui on peut associer à des personnes transgenres parce qu'ils ressentaient un décalage entre leur sexe anatomique et leur impression profonde. Donc oui, à cette époque-là, même dans les années 1900, il commence à avoir des développements du côté médical, dont des vaginoplasties, des phalloplasties et des mammectomies pour accompagner ces personnes dans leur transition. De genre, ouais. Voilà. Puis la première, c'est vraiment un fun fact, la première mammectomie qui a été réalisée dans ce cadre-là d'une transidentité, ça a eu lieu en 1912. Et donc ça fait 113 ans, quoi. Oui, ça fait un petit bout. Ouais. Et en 1930, il y a un autre médecin qui pratique la première vaginoplastie sur une personne prénommée Dora. Puis ça marque vraiment un tournant dans l'histoire des parcours de transition. Exact. Ouais. Donc ça ne date pas d'hier. Ça ne date pas d'hier. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Adopter une attitude bienveillante. En vrai, je pense... S'informer beaucoup. Et être respectueux envers la diversité des genres, envers les gens en général même. Ouais, je pense que le truc qu'on peut se dire, c'est qu'en gros, on peut pas être les spécialistes de tout, on peut pas connaître tout, puis on peut pas comprendre tout parce qu'on est des personnes avec des valeurs, on est tous différents. Mais je pense que oui, le principal, c'est d'adopter une attitude plutôt ouverte. Bienveillante. Aux personnes qui peuvent être différentes de nous. Et c'est ça, d'ailleurs, le but du podcast, c'est vraiment d'essayer de s'ouvrir un petit peu l'esprit parce que nous, on en apprend vraiment beaucoup aussi sur tous les sujets. C'est ça, de faire germer un peu des graines de réflexion. Et là, on parle de bienveillance, d'attitude ouverte, mais c'est pas seulement à avoir envers des personnes avec des identités de genre différentes, mais ça rentre avec tout le monde. Ça rentre dans le cadre aussi des personnes des situations de handicap, etc. Ouais, exact. Donc, en gros, oui, vous pouvez trouver dans le bas de notre vidéo toutes les sources qu'on a utilisées pour faire le podcast. Donc, c'est vraiment tous les concepts, tout le lexique qu'on a utilisé, les sources historiques, ils sont tous cités dans le bas du podcast. Ça peut être vraiment intéressant d'aller faire un tour pour, par vous-même, par la suite, d'aller vous faire une impression sur tout ça, d'aller lire si vous n'avez pas compris des concepts qu'on a pu expliquer peut-être bizarrement. De manière plutôt bancale. Ouais. Et bien, c'est tout cité. Ouais. Et si vous vous posez des questions, il y a des sites, je crois que même c'est des sites qui doivent être affiliés au gouvernement, mais ça je suis pas sûre. Oui, c'est Questions Sexualité, tout savoir sur la sexualité. Il y a aussi On s'exprime, je crois que c'est partie de tes sites préférés. Ouais. Donc c'est un site d'information fiable sur la sexualité des jeunes. Il y a aussi des numéros pour se faire aider si vous êtes en situation de détresse. Par exemple, pour signaler une discrimination ou se faire aider, vous pouvez appeler le 3928. Si vous êtes victime ou témoin de harcèlement scolaire, le 3020. Et si vous avez des envies suicidaires, vous pouvez appeler le numéro national de prévention du suicide, donc le 3114. Ben ouais. Donc, merci de nous avoir écoutés.
On espère que ça vous a plu. Ouais. Grande première pour nous d'ailleurs. Ouais. Un peu, voilà, c'est vrai Un que peu stressant. un peu stressant, ça peut ne pas être parfait, ça le sera pas. Mais le plus important, c'est de se lancer finalement. Ouais, puis on avait envie de partager avec vous ces concepts-là. Donc, si jamais vous avez des commentaires à faire, des choses à dire, des choses vécues aussi que vous avez envie de partager en commentaire, ben... Ou d'ailleurs même des sujets de podcast. Hein. Ouais. Ben, ça va nous faire plaisir de lire tout ça et d'en prendre compte. Compte. Ouais. Bisous. Bye.